Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Et enfin, il gère les réactions internationales aussi, en minimisant l'impact de la campagne auprès de l'Empire ottoman, en flattant les Russes, en rassurant les Autrichiens. Quel travail titanesque! Mais derrière tout ça, Talleyrand pense surtout à une chose: si Bonaparte échoue, il sera discrédité. Et s'il réussit, il revient en héros, mais il sera redevable. Quand Napoléon part pour l'Égypte en mai 98, Talleyrand bien sûr reste à Paris, mais vous vous doutez bien qu'il ne reste pas inactif. Il profite du vide. Vous savez ce que j'aime à dire depuis toujours, depuis le début de cette émission, depuis 15 ans d'existence, la nature a horreur du vide. Donc lui profite du vide laissé par Bonaparte pour se renforcer politiquement, entretenir ses réseaux et affaiblir le directoire en place. En octobre 98, il quitte d'ailleurs le ministère officiellement pour raison de santé. Il démissionne, on connaît ça en ce moment, mais en réalité pour préparer l'après. Il sait très bien que le directoire est condamné, qu'il va tomber, donc il s'en détache avant qu'il tombe. Vous savez, c'est lui qui disait « un gouvernement qu'on soutient est un gouvernement qui tombe ». Je dis la même chose avec les équipes de foot que je soutiens. L'équipe qu'on soutient est une équipe qui tombe, mais ça, c'est pour la blague. Il suit les nouvelles d'Égypte avec beaucoup d'intérêt, bien sûr, et probablement avec une certaine ironie. La campagne, d'abord brillante, vous savez, prise d'Alexandrie, victoire des pyramides, va très rapidement virer à la catastrophe, destruction de la flotte française à Aboukir, enlisement militaire, soulèvements locaux, c'est un bordel sans nom, Bonaparte est littéralement coupé de la France, et en plus totalement isolé. Mais Talleyrand ne le lâche pas. Il sait qu'il est encore utile. En août 99, Napoléon décide de rentrer en France, en cachette, en laissant ses troupes en Égypte. Il refera la même chose avec la Russie. Talleyrand fait partie des rares à être informé à l'avance de son retour. Vous voyez, il joue sur tous les tableaux. On ne sait jamais. Il joue sur tous les chevaux, si vous voulez. Dès son arrivée, Bonaparte retrouve chez lui directement, discrètement, le réseau que Talleyrand a maintenu. En moins de 3 mois, ensemble, tous les deux, ils préparent le fameux coup d'État du 18 Brumaire, qui est novembre 1799. Je pense que vous savez que le calendrier révolutionnaire a changé les mois, Vendémiaire, Fructidor, Brumaire, etc., etc. Vous savez que quand une révolution est en cours, en général, on change tout. On change les mois, on change les noms, on change la typographie, etc., etc. C'est ce qui me fait dire, attention, en ce moment, alors qu'on veut déjà commencer à changer le calendrier, même si ça ne s'est pas fait, il y a quand même des velléités qui me font dire, attention. Bref, c'était une parenthèse. Bref, vous avez là une nouvelle alliance, un pacte renouvelé entre les deux. Talleyrand voit l'occasion de devenir l'éminence grise d'un pouvoir fort. Et Bonaparte a besoin d'un ministre du silence, d'un arrangeur, d'un organisateur diplomatique. Donc ils se retrouvent. Ils sont différents, mais ils convergent vers la même idée. L'expédition d'Égypte est révélatrice de cette fameuse dynamique Talleyrand-Bonaparte. Talleyrand est le faiseur de rois, il suscite, il manipule, il façonne le terrain, et Bonaparte, lui, est le moteur, l'épée, l'homme d'action, influençable quand même, qu'on peut orienter dans tous les sens du terme, mais quand même jusqu'à un certain point. Donc les deux hommes se méfient l'un de l'autre, tout en se sachant indispensables. Mais surtout, la campagne d'Égypte dévoile un paradoxe. Ce que Bonaparte voit comme une aventure impériale, Talleyrand la pense comme une manœuvre de coulisses. L'un rêve de gloire, encore une fois, l'autre anticipe l'échec ou le retour pour mieux en tirer parti. Leur association est déjà ce qu'elle va rester pendant 10 ans, un attelage instable, fondé sur une tension permanente entre l'audace militaire et le calcul diplomatique, un peu, si vous voulez, entre le feu et la glace. Et quand a lieu le coup d'État du 18 Brumaire, Talleyrand est là, discret, efficace, essentiel. Il organise la coulisse, il fait circuler les messages, il achète les silences, il prépare les communiqués, il apaise les puissances étrangères. Sans Talleyrand, le coup d'État aurait été militaire. Avec lui, il devient politique. Bonaparte accède donc au pouvoir. Talleyrand devient ministre des Relations extérieures. Et commence alors une étrange lune de miel. Deux hommes aux antipodes, unis par la nécessité. L'un veut l'Europe par l'épée, l'autre la veut par la plume. Talleyrand
administre les traités, il négocie, il relie, il rassure. À Lunéville, à Amiens, à Iéna, à Tilsit, derrière chaque traité signé par Napoléon, il y a toujours l'ombre du prince de Bénévent. Dans les ambassades, dans les salons de Vienne ou de Londres, dans les lettres aux tsars ou aux ministres britanniques, Talleyrand manie le double langage avec une virtuosité confondante. Il sait quoi dire, à qui et surtout quand. Mais plus le pouvoir de Napoléon s'affirme, plus le malaise grandit. Talleyrand a horreur du désordre. Or, Napoléon, paradoxalement, apporte autant de chaos que de stabilité. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Il nomme ses frères rois, il recompose les cartes de l'Europe, un peu comme un enfant impatient refait une partie de dames, si vous voulez. Il réécrit le droit, les alliances, les frontières, et il recommence encore et encore. Et ça, Talleyrand qui observe, silencieux, qui finit par murmurer, qui tente de ralentir la machine, d'avertir, de conseiller. Il lui dit « Sire, vous êtes en train de trop gagner. L'Europe ne vous le pardonnera pas. » Mais Napoléon ne veut pas l'entendre. Il méprise la prudence, Napoléon. Il raille la diplomatie, il la hait en fait. Il préfère les canons aux négociations. Et puis, bien sûr, il y a l'affaire d'Espagne. Napoléon veut imposer son frère Joseph sur le trône de Madrid. Talleyrand s'oppose, il tente de freiner l'empereur, et il échoue. Et l'Espagne s'embrase. Et c'est le début de la fin. C'est à ce moment-là, dit-on, que la rupture devient définitive. Dans une scène célèbre à Saint-Cloud, Napoléon explose devant son ministre, il le traite de voleur, de traître, de lâche, il lui dit « Vous êtes de la merde dans un bas de soie », c'est là qu'il lui dit ça, et il ajoute « Pourquoi ne vous ai-je pas fait pendre aux grilles du carrousel ?» Talleyrand ne répond pas, il s'incline, il encaisse, il se tait. Vous avez cette scène-là très très forte dans un des films de Guitry. Et puis en sortant, il souffle à un confident « Quel dommage qu'un si grand homme soit si mal élevé ». À partir de ce jour, il n'est plus ministre, mais il reste Talleyrand. Et dans l'ombre, il prépare. Et il prépare quoi? Il prépare l'après. Il reçoit les ambassadeurs étrangers. Il conseille l'empereur de Russie. Il correspond avec les Bourbons en exil. Il construit patiemment la future restauration monarchique. Il ne trahit pas, il anticipe. Et Napoléon, sans le savoir, lui donne toutes les cartes. Parce que plus il accumule les défaites, plus l'Europe se retourne contre lui. Et quand en 1814 les Alliés entrent dans Paris, vers qui se tourne-t-il? Eh bien tout simplement vers Talleyrand. Pourquoi lui? Parce qu'il est encore là, parce qu'il connaît tout le monde, parce qu'il parle toutes les langues, y compris celle du compromis. Il a été l'allié de la République, le ministre de l'Empire, et le voilà artisan du retour des rois. À ceux qui l'accusent de trahison, il répondra plus tard « Je n'ai jamais abandonné un régime avant qu'il ne se soit abandonné lui-même. » C'est pas de la morale, c'est tout simplement une philosophie de l'histoire. Et si Talleyrand a survécu à Napoléon, c'est parce qu'il a compris que l'histoire n'est pas faite pour les hommes de certitude, mais pour les hommes d'équilibre. L'année 1814, la France est à genoux. Je crois qu'on peut le dire, Napoléon a abdiqué, les alliés, russes, prussiens, autrichiens, anglais, occupent Paris, le pays est épuisé, vaincu, moralement brisé aussi. Il faut reconstruire l'Europe et surtout décider du sort de la France. Et c'est là, dans ce moment de vide historique, que Talleyrand revient sur le devant de la scène. Je dis bien sur le devant de la scène, il a toujours été là, mais dans les coulisses. Là maintenant, il est sur le devant de la scène. Celui qu'on pensait fini, l'ex-ministre du tyran, le survivant de tous les régimes, celui qu'on avait insulté, oublié, soupçonné, redevient indispensable. Pourquoi, me direz-vous? Mais encore une fois, parce qu'il est le seul que les puissances étrangères respectent et craignent un peu aussi, parce qu'il connaît leur langue, il connaît leurs faiblesses, leurs habitudes, leur vanité, parce qu'il incarne à lui seul l'idée de continuité française dans un monde bouleversé. Et surtout parce qu'il sait une chose fondamentale. La France, oui, a perdu militairement, mais elle peut encore gagner diplomatiquement. Vous savez, en 1918, le père de la victoire, PERE, c'est Clémenceau, le père de la victoire. Et malheureusement, diplomatiquement, la France a perdu un peu, beaucoup je dirais, et le père, la victoire, PERE, s'est transformé en père, la victoire, PERD. Donc Talleyrand
qui évidemment ne connaît pas Clémenceau, qui est là un siècle avant, c'est d'ailleurs assez étonnant, un siècle avant, ne veut pas justement, lui, perdre la victoire, il veut gagner diplomatiquement. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.